En finance, on nous parle du prix d'une action demain. En biologie, on nous parle de la propagation d'un virus. En physique, on nous parle de la position d'une particule dans un fluide. Ces trois phénomènes-là ont une chose en commun. C'est qu'ils évoluent de façon déterministe, mais qu'ils sont perturbés par ce qu'on appelle un bruit. Donc le bruit, c'est un phénomène qui normalement n'est pas prévu, qui va arriver au cours d'un déroulement de quelque chose que normalement on a déterminé qui va se passer de telle façon. Ok? Je vous prends un exemple. Lorsque les éoliennes tournent, elles tournent à une certaine vitesse. Mais il peut arriver des complications au niveau de la météo et que ces complications-là impactent la vitesse de notre éolienne. Donc c'est un peu la même chose. Le bruit, c'est tout ce qui viendra perturber le phénomène qu'on a prévu qui va se déterminer de cette façon-là. Donc la question qu'on va se poser dans ce cours, c'est de savoir si on peut résoudre des équations différentielles dont le terme du bruit est différenciable nulle part. Dans le terme de bruit est différenciable nulle part, il n'est pas différenciable du tout, mais on se demande si on peut résoudre ce genre d'équation-là. C'est le problème qu'on va essayer de contourner dans ce cours d'introduction aux équations différentielles qui sont stochastiques. Les équations différentielles stochastiques ne sont que des équations qui sont différentielles, mais avec un bruit qu'on appelle un bruit blanc. Donc, généralement, ils s'écrivent de cette façon-là. On a dxt est égal à t xt dt plus b t xt dbt. Voilà. Donc, là, c'est notre partie déterministe. Et là, c'est le fameux bruit. Là, c'est le fameux bruit blanc. Ça, c'est la forme des équations différentielles qu'on appelle par des équations différentielles stochastiques. Alors, ça, c'est une petite introduction. Donc, avant d'aller plus loin, on va un peu essayer de construire l'ensemble sur lequel on va travailler. Ok, donc on va travailler sur un ensemble qui est multidimensionnel. Donc, on va prendre Rn, ici, donc l'espace euclidien de dimension n. Et on va également travailler avec des fonctions qui sont continues. Donc, des fonctions f qui sont continues, qui partent donc de 0 à plus l'infini, et qui ont leur valeur dans Rn. Donc ces fonctions-là, elles sont continues. Ok? Donc, ça, cet ensemble-là, l'ensemble des fonctions continues de 0 plus l'infini à Rn, on va l'appeler C exposant n. Ok? Maintenant qu'on sait sur quel espace on va travailler, on va essayer de définir une topologie sur cet espace-là, parce que il faut bien que l'on étudie les solutions des EDS, il faut qu'on évite vraiment que ces solutions-là, parce que généralement, elles ne sont pas bornées. Donc il faut quand même qu'on ait un cadre sur lequel on va travailler pour nous faciliter la tâche, pour éviter un peu les infinités un peu partout. Donc, pour ceux qui ont déjà fait un cours d'analyse fonctionnelle ou de topologie, lorsqu'on parlait des fonctions continues, on avait une norme générale qu'on utilisait. Donc, c'était la norme infinie qu'on appelait. Donc, c'était le sup de t sur un certain intervalle. Voilà, de f de t. Donc, de la valeur absolue de f de t. C'était sur cette norme-là qu'on travaillait. Mais, donc, si on prend deux fonctions, par exemple, on prend f2 moins f1, on aura donc le sup de t entre 0 et grand t, par exemple, de f2 2 moins f de 1. Le problème, c'est que cette norme-là, déjà, elle peut être, en fait, cette expression, elle peut être infinie. Et encore, c'est que le Cn, donc l'espace Cn, il n'est pas borné. Donc, on aura quelques problèmes à travailler sur avec cette norme-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on a trouvé quelque chose qui peut quand même contrôler le comportement de la norme sur ce compact-là. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va essayer de borner un peu notre ensemble. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de borner notre expression? C'est que on va ajouter un petit min. Donc, on va ajouter un min ici. Et donc, on prend le minimum entre f de 2 moins f de 1 et 1. Pourquoi? Parce que ici, on dit que cette expression-là, elle sera généralement plus petit que 1. Plus petit ou égal à 1. Donc, si elle est plus grande que 1, donc toute expression-là, enfin,
Désolé. Donc, toute cette expression-là, elle sera plus petite ou égale à 1. Donc, si ça c'est plus grand, on prend 1. Et si ça c'est plus petit, on prend ça. Ok? Donc, ça fait que toutes les expressions qui seront considérées dans notre norme sera plus petite ou égale à 1. Donc là déjà, on s'assure que la partie elle sera bornée. Mais c'est pas terminé, ok? Parce que maintenant qu'on s'est assuré que cette partie est bornée, on doit également s'assurer que elle va bien converger. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une expression qui pourra comparer notre métrique qu'on va définir ici à une série qui converge, ok? Donc, on va généralement parler des séries géométriques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une expression juste en dessous comme ça. Et on prend le max sur un quelconque compact. Donc, le compact ici, ça sera 0K. OK. Et là, on prend une somme de K allant de 1 à plus l'infini. Et ça, on définit ça comme une métrique de F1 et de F2. Voilà. Donc, cette métrique-là, normalement, cette métrique-là, elle est plus intéressante et elle est moins coûteuse. Parce que cette métrique-là nous garantit une convergence qui est uniforme. Ok? Donc, si par exemple, on prend ρ de f de n moins f, ça va bien tendre vers 0. Donc, ça veut dire que fn converge uniformément vers f. Bref, donc on a une convergence uniforme sur cette métrique-là. Et aussi, lorsqu'on va prendre Cn avec ça, on aura un espace qui est complet et séparable. On aura un espace qui est complet et séparable, donc ça fait que on peut travailler sur des espaces qu'on appelle par les espaces polonais. Parce qu'en probabilité, donc quand on va travailler sur les mesures de probabilité, on travaille sur les espaces polonais. Et pour nous permettre de travailler sur les espaces polonais, il faut qu'on ait un espace qui est complet et séparable. Donc déjà, ça c'est intéressant. Vous voyez un peu l'avantage. Donc en gros, ça c'est super intéressant. On va travailler avec cette norme-là pendant tout le cours. Donc on va travailler sur Cn avec cette norme. Alors, revenons un peu à l'équation différentielle stochastique finalement. Voilà, on a dxt qui est égal à a t xt dt plus b t xt d bt. Donc ça c'est le bruit, ça c'est le drift, comme on l'appelle. Alors, à quel moment va-t-on dire que x, qui est un processus qui est stochastique, est solution? X est solution, donc x est solution de notre DS si, deux points, déjà il existe un brownien, ok? Donc on travaille en dimension n, donc le brownien doit être n dimensionnel, ok? Il doit être pluridimensionnel. Donc un brownien B qui est pluridimensionnel qui est de dimension n et qui part de 0. Donc B0 égale à 0. Ça c'est la première chose qu'il faut faire. Donc on définit un brownien. Donc on va s'assurer qu'il existe bien un brownien qui est de dimension n et qui part de 0. La deuxième chose, c'est que x doit être adapté à ft. Donc voilà. Notre processus il doit appartenir à ft pour tout t. Ok? La troisième condition, c'est que l'intégrale de 0 à t de la valeur absolue de as xs ds doit être finie et l'intégrale de 0 à t de b carré s xs ds doit être également finie. Ok? Ça, c'est une condition qui est super importante. Et la troisième condition, elle peut être déviée si A et B sont bornés. Donc, si A et B sont bornés,
La condition 3 est vérifiée. Si A et B sont bornés, la condition 3 est vérifiée. Et la quatrième condition, c'est que avec probabilité 1, xt moins x0 doit être égal à l'intégrale. Donc, ici, on va parler de la somme donc, de... Voilà. Qu'est-ce que je fais? Désolé. Donc, avec probabilité 1, ici, xt moins x0 doit être égal à l'intégrale de 0 à t, par exemple, de... Voilà. Non. Ouais, de 0 à t de... Donc, de a s xs ds plus l'intégrale de 0 à t de b s xs dbs. Et du coup, ça, on appelle ça le drift. Et ça, c'est la partie qu'on appelle par la partie martingale. Parce que, voilà, c'est une martingale à carré intégrable, si vous voulez. C'est vraiment ça. Donc, ça, c'est les conditions pour que x soit une solution pour une quelconque ds. Et, du coup, maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'une solution, on va un peu voir ce qu'on appelle par l'unicité. Donc, est-ce que la solution est unique? Ça également, c'est une question à se poser. Est-ce que la solution est unique? Est-ce que, voilà, il y a plusieurs solutions? Est-ce que... Donc, il y a ce qu'on appelle par l'unicité en loi déjà. Donc, la définition, ici. Donc, x est dit solution unique. Est dit solution unique si... Donc, si pour toute solution x et x', ok? Donc, si on a deux solutions ici, et que x0 est égal à x'0, donc ici, les deux solutions-là, à l'initiale, elles sont égales, elles ont les mêmes lois, alors, elles ont également les mêmes lois partout. Donc, voilà. Ça, c'est la première définition de l'unicité de la solution. Donc ça, c'est l'unicité en loi. Et vous allez voir qu'il y a une définition de l'unicité qui est un peu plus forte. Ça sera l'unicité trajectorielle. Mais du coup, ici, l'unicité en loi nous dit juste que, bon, si je peux faire simple, c'est que, ça ne veut pas dire que à chaque point, on a égalité. Non. Mais c'est juste que si les lois concordent, c'est-à-dire que si les lois statistiquement elles concordent, c'est bon. On a une solution qui est unique. Donc en gros, si par exemple on a deux dés qui ont les mêmes probabilités, ok, les dés ont les mêmes probabilités, ça veut dire que bah, c'est bon, c'est l'unicité en loi. Donc la solution est unique parce que les deux dés ont les mêmes probabilités. Donc c'est pareil ici. Et on va parler de l'unicité trajectorielle. Donc trajectoire. Alors, dans l'unicité trajectorielle, ce qu'on a, c'est qu'on a deux solutions, ok, x et x', qui sont définies sur un même espace probabilisé. Qui sont définies sur un même espace probabilisé. Et, en gros, on dit que si x0 et x0' sont égaux, alors xt et xt', ok, sont également la même chose pour tout t. Presque sûrement. Donc ici, on est sur un espace qui est probabilisé. On est sur le même espace probabilisé et on a le même mouvement brownien. On a le même mouvement brownien pour les deux solutions. Ok? On a le même mouvement brownien et on est sur un même espace qui est probabilisé. Donc, lorsqu'on a le même mouvement brownien et qu'on est sur un espace qui est probabilisé, on a en gros unicité trajectorielle si au départ on a les mêmes trajectoires et que bah, finalement ça implique que pour chaque trajectoire on a égalité.
Voilà, donc en gros, là, c'est un peu plus fort que l'unicité en loi, l'unicité trajectorielle, c'est vraiment quelque chose de plus puissant. Et puis, il y a la notion de solution forte. La notion de solution forte, elle nous dit juste que si x est une solution forte, ok, donc il existe une fonction f qui sera déterministe, généralement. Il existe une fonction f qui sera déterministe, telle que x peut s'exprimer comme ça. Donc on peut écrire la solution x à partir de x0 et du mouvement brownien. Donc si on trouve une fonction qui est mesurable, bien sûr, qui est mesurable par rapport à la filtration des deux, et qu'elle peut s'écrire comme fonction du brownien de x0, on va dire que x est une solution forte. Vraiment, vous devez savoir que là, on est en train de faire comme une sorte de caricature du cours. On va bien aller en profondeur plus tard, mais ça, j'essaie juste de vous montrer un peu ce à quoi va ressembler un peu ce dont on va parler ici. Donc, ne vous sentez pas vraiment frustré si vous ne comprenez pas pour la première fois, parce qu'on va bien développer toutes ces choses-là prochainement. Mais ici, je tenais juste à vous montrer un peu, à la base, ce dans quoi on va se mettre. Donc, les EDS, c'est vraiment un domaine qui est super fascinant parce qu'il s'applique à beaucoup de choses. Il s'applique au machine learning, à l'IA, il s'applique à la dynamique des populations, à la physique, surtout en finance. Il y en a partout avec les équations rétrogrades. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que on va plus appliquer les EDS à la finance et au machine learning. Donc le reste, on va pas trop s'attarder sur ça, mais ce qui moi m'intéresse plus, c'est les mathématiques financières et l'IA. Donc c'est ce sur quoi je vais vraiment me mettre pendant tout ce cours. Ok? Donc prochainement, on va voir un peu en détail, on va parler un peu des espaces mesurables et tout ça. Bon, ça sera vraiment un cours qui sera basé sur la théorie de la mesure. C'est un cours qui sera basé sur la théorie de la mesure, et donc je demande à ceux qui vraiment connaissent un peu la théorie de la mesure de s'y intéresser également, parce que ça sera un peu plus intéressant. Et c'est plus pour ceux qui veulent faire de la recherche dans le domaine des EDS. C'est pas vraiment un cours qui est appliqué. C'est un cours pour ceux qui font de la recherche. Donc, généralement pour les étudiants qui sont en M2, qui vont aller en M2 l'année prochaine, en M2 de probabilité et recherche, c'est un cours qui sera intéressant pour vous et pour les gens qui sont juste curieux de savoir ce qui se passe quand on a un mouvement brownien qui fait ceci. Et les gars, je vous dis que ça c'est que le début, parce qu'on va aller plus loin. On va faire les équations dérivées partielles stochastiques, on va voir les structures de régularité, on va voir beaucoup de choses en fait. Mais commençons d'abord par les EDS, allons en profondeur et voyons un peu les applications en finance et en IA. On va essayer de construire des trajectoires, on va coder, on va voir un peu comment ça se passe numériquement et tout ça. Ça sera vraiment intéressant, et je vous invite vraiment à vous abonner si ça vous intéresse de faire de la recherche dans le domaine des équations différentielles stochastiques. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite.